Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Après 2 ans et demi de prison. Oui, bien sûr, je me porte bien. Vous savez, on a enduré cette situation, mais pour l'instant, je peux vous dire que je me porte bien. Est-ce que la prison vous a changé? Vous savez, pour le cas qui est le nôtre, nous avons été arrêtés injustement. Et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice. C'était carrément de la persécution. Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Cette prison m'a appris 2 choses. Premièrement, le pardon. J'ai appris là-bas qu'il faut pardonner. Et la deuxième chose, c'est la patience. Il faut patienter en tout temps. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et celui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc, vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. Donc le fougueux Jean-Marc Kabound des années 2020 a changé. Nous sommes en train de grandir. Hein. Je ne suis plus le Jean-Marc de 2020. Il s'est passé 5 ans déjà. Je crois que nous sommes en train de nous battre pour atteindre cette maturité qu'il nous faut pour apporter les changements que notre peuple attend dans ce pays. Et donc, je suis en train de faire beaucoup d'efforts en fait d'atteindre cette maturité qui pourra m'aider à gouverner, à gérer bien ce pays demain. Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est restée cachée faisait état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires, au lieu de 1500 prévus, c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé, ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Donc ici, je dénonce et je condamne l'attentisme de nos services de sécurité. Alors que s'ils étaient intervenus à temps, ils auraient empêché les prisonniers du pavillon 7, qui étaient moins d'1 millier, à casser d'autres pavillons, faisant maintenant une grande foule qui était difficilement gérable par les services de l'ordre. En plus, ces gens n'ont pas pu tenir compte des femmes qui étaient incarcérées à Makala, parce qu'ils savent bien que chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, les prisonniers se dirigent toujours dans le pavillon des femmes pour violer. Et je vous dis que mon pavillon était juste à côté du pavillon des femmes. Nous avons vécu des choses horribles. 400 femmes ont été systématiquement violées par des milliers de prisonniers. Alors que la porte de sortie de ces pavillons donne directement à quelques mètres de là où les services de sécurité ont leur campement. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ne sont pas venus intervenir. Ils ont laissé tout cela se passer et comme solution, c'était tirer dans la foule sans sommation pour faire des milliers de victimes. Et vous-même, comment avez-vous survécu ? J'ai survécu par la grâce de Dieu parce que le pavillon 8 où j'étais logé était aussi cassé, contrairement à d'autres cas d'évasion qui ont eu lieu dans les temps à Makala. Le pavillon 8, considéré comme VIP, n'a jamais fait l'objet de ce genre de choses. Mais pour cette fois-là, le pavillon 8 a été cassé, les prisonniers violents avaient pénétré à l'intérieur, pillant, cassant tout à leur passage. Bon, j'ai eu la vie sauve parce que les autres pensionnaires qui étaient avec moi
mois, ont estimé que je ne pouvais pas rester visible. Ils sont allés me cacher dans une chambre qui était petite, qui n'a que 4 pensionnaires. Heureusement pour moi, cette chambre a une porte blindée. C'est là que j'ai eu la vie sauve. Et vous dites qu'il y a un rapport de l'administration pénitentiaire qui parle de 1500 morts? Justement. Et ce rapport, vous l'avez vu? Il n'a jamais été rendu public, il est resté confidentiel. Mais vous savez, nous étions en contact permanent avec les agents pénitentiaires qui nous ont fait savoir que réellement pour eux, ils avaient dénombré 1500 morts, alors que ce n'était pas vrai, c'est au-delà de 1500. Et ces agents pénitentiaires vous ont dit qu'il y avait un rapport de l'administration pénitentiaire parlant de... Justement, ça je le confirme, ça ne pouvait pas manquer. L'administration pénitentiaire ne pouvait pas manquer de faire un rapport réel à ce gouvernement. Rapport qui reste secret aujourd'hui. Justement. Alors à la suite de ce drame, les autorités politiques ont promis une amélioration des conditions de vie à Makala. Est-ce que de fait, ça va mieux aujourd'hui dans cette prison centrale de Kinshasa? Pas du tout. Vous savez, ce gouvernement est habitué à faire des déclarations pour la consommation du public, alors qu'en réalité, rien n'est fait. Je dois vous dire ici que les prisonniers de Makala sont relégués à une existence indigne d'un être humain. Et vous dites qu'il y a plusieurs morts par jour, c'est ça? Justement, vous savez, je commence par l'année 2023 et 2024. Pour ces 2 années-là, la moyenne des décès était de 10 morts par jour. Mais il arrivait des jours où on pouvait atteindre 30 morts par jour. Vous vous rendez compte? À cause de la surpopulation dans les cellules. Justement, oui, il y a plusieurs raisons qui justifient cela. La surpopulation, le manque de soins médicaux, la nourriture qui manque. Il y a pas mal de raisons qui font à ce que ce nombre de décès puisse en tout cas être vrai. Longtemps, Jean-Marc Kabound, vous avez été l'un des principaux compagnons de Félix Tshisekedi. Après son arrivée au pouvoir, vous êtes même devenu le président par intérim du parti au pouvoir UDPS. Et puis en 2022, ça a été la rupture, puis la prison pour outrage au chef de l'État. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette conférence de presse de juillet 2022 où vous avez tenu des propos virulents contre le chef de l'État? Bon, je dois ici vous dire que je ne regrette rien. Mes propos n'ont pas été virulents. Moins encore des dénonciations comme beaucoup le disent. Mais c'était tout simplement un témoignage citoyen d'intérêt public voué à l'émancipation du peuple congolais pour son développement. Et c'est là pour garantir l'état de droit, le développement et l'éclosion sociale. Moi, j'ai rempli la part de mon contrat en tant que citoyen congolais, acteur politique et député national des surcroît. Je ne pouvais que dire ce qui devait être dit pour que les choses changent dans mon pays. En face, j'ai eu un monsieur qui tolère de moins en moins la contradiction, qui est réfractaire à la vérité, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait subir cette persécution. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Ah ben non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée parce que j'ai déjà passé 30 mois en prison injustement. Donc ici, je ne voudrais pas que ma libération fasse l'objet des interprétations, des marchandages politiques. Donc une décision a été prise pour arrêter l'injustice que j'étais en train de subir et pas par la volonté de Tshisekedi. Il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Les Congolais étaient mécontents de mon arrestation. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, les Congolais ne faisaient que dénoncer l'injustice que je subissais. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et je suis heureux aujourd'hui que cette injustice se soit arrêtée, mais je n'ai pas l'intention de croire que cela a été corrigé. Alors, concernant le prétendu gouvernement d'union nationale, je crois que aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est tapé plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance.
Il y a crise totale de gouvernance et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante. Parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est une catégorie de prisonniers dont le média et même les acteurs politiques ne font pas cas. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement, ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement, ça fait des années. Ici, je vais parler du général Filemon Yav, je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux et je ne comprends pas qu'un pouvoir se résume à arrêter toute personne